Bien, merci à mon collègue Antoine Perrier d'avoir tenu aussi bien le temps. Ça va me permettre d'être bien moins à la hauteur. Donc on va commencer le second panel de cette matinée qui s'intitule « Sortir du mythe d'indépendance pacifique ». D'après ce que je crois savoir, effectivement, ce mythe va être peut-être un petit peu déconstruit. Donc on va procéder de la même manière, c'est-à-dire on va écouter successivement les intervenants et les trois interventions, et ensuite on aura un temps d'échange. Donc nous allons commencer par Guillaume Danglos, qui est rattaché au service historique de la Défense et également chercheur auprès du CIRIS, qui est une UMR Sorbonne CNRS. Eh bien, écoutez, tout d'abord, je tiens à remercier évidemment les organisateurs de ce colloque pour cette invitation. Alors, la journée du 1er décembre 1934 est assurément une des dates majeures de l'histoire du nationalisme marocain. En effet, c'est ce jour-là que 3 délégations du Comité d'action marocaine ont simultanément présenté un plan de réforme à Rabat, tout d'abord au sultan Sidi Mohamed Ben Youssef et au résident général Henri Ponceau, ainsi qu'à Paris au ministre des Affaires étrangères Pierre Laval. Le contenu de ce plan était fort modéré et réformiste. L'indépendance n'était pas réclamée. La principale revendication portait sur l'élection au suffrage universel masculin d'un conseil consultatif et de mesures concernant, entre autres, un meilleur accès à l'éducation et un régime judiciaire unifié. Peu après avoir reçu le document, le résident général Henri Ponceau mobilisa son administration pour étudier ce plan et voir si, tout simplement, il était applicable. De manière quasi unanime, le plan de réforme marocaine fut rejeté par les différents pôles civils et militaires de la résidence générale. Parmi les critiques les plus virulentes, celles émises par le général d'armée et commandant supérieur des troupes du Maroc, Antoine Huré, firent mouche auprès de Henri Ponceau. Je vous cite Antoine Huré. Nous ne chercherons pas si ce plan de réforme est conforme aux dispositions du traité de protectorat du 30 mars 1912. Même en admettant qu'en droit que la question puisse être discutée, rien ne peut prévaloir contre les faits, et un certain nombre de faits se sont produits depuis 1912, contre lesquels toute argumentation est sans valeur. Nous avons, depuis cette époque, perdu au Maroc environ 27 000 hommes tués ou morts de maladie. Nous avons, pour l'entretien de l'armée qui a pacifié le Maroc, dépensé plus de 12 milliards de francs. La paix française règne maintenant sur d'immenses régions où jamais n'avaient régné les plus puissants des sultans. Le plan de réforme marocaine ne peut donc, au point de vue de la France, qu'être considéré comme faisant litière de toute équité, puisqu'il méconnaît systématiquement les droits que notre pays s'y est acquis. Il est donc absolument inacceptable. Ainsi, sitôt sa victoire militaire acquise contre les tribus ayant résisté à la conquête, l'armée française se voit donc obligée de s'adapter, au mi-temps des années 30, à une opposition d'ordre politique venant d'une élite urbaine, arabophone, citadine et éduquée à la française. En abordant la période qui va de 1934, donc date de la création du premier parti politique marocain, le Comité d'action marocaine, qui est concomitante avec la fin de la conquête, jusqu'au mois de mars 1961, date de l'évacuation finale des dernières troupes françaises, donc 5 ans après l'indépendance, on observe 3 processus qui s'entremêlent lorsque l'on traite de la relation entre l'armée française et le nationalisme marocain. Tout d'abord, l'armée et son commandement apparaît comme le pilier du régime de protectorat, et donc comme un outil de répression politique privilégié à l'encontre des nationalistes marocains en complément des forces de police. Deuxièmement, l'armée française est aussi un lieu d'ascension sociale pour toute une génération de jeunes sous-officiers et officiers marocains qui joueront un rôle important de transition entre le protectorat et l'indépendance. Enfin, l'indépendance, signée le 2 mars 1956, apparaît comme une rupture somme toute très relative. L'armée française reste en effet un élément clé de continuité de l'État entre le protectorat et la monarchie alawite, le plus souvent à l'encontre du parti de l'Istiqlal. La création des forces armées royales s'inscrit ainsi dans le cadre de l'interdépendance conceptualisée par le président du Conseil Edgar Faure, alors que les défis posés par l'armée de libération marocaine et du Front de libération nationale algérien, présents sur le sol marocain, demeurent entiers. Pour démêler cette relation complexe, cette communication, qui se veut également une synthèse, s'appuie sur les archives diplomatiques de Nantes et de la Courneuve, du Centre d'histoire de Sciences Po, ainsi que sur des archives récemment devenues communicables provenant des archives nationales et du service historique de la Défense.
Alors ce panel portant sur la répression des luttes pour l'indépendance du Maghreb, l'analyse du temps long apparaît, je crois, ainsi indispensable pour présenter un premier bilan, tant humain que politico-militaire, de l'acmé de la crise franco-marocaine ouverte par la déposition du sultan Sidi Mohamed Ben Youssef le 20 août 1953, jusqu'à son retour au Maroc en novembre 1955, ainsi que ses conséquences sur la construction de l'État marocain nouvellement indépendant. Alors, lorsque l'on traite de l'action de l'armée française durant le protectorat, il faut toujours avoir en tête deux éléments extrêmement importants. Tout d'abord, 5 résidents généraux sur 14 ont été des chefs militaires et ont cumulé à eux seuls 28 années de pouvoir sur les 44 ans du protectorat. Par ailleurs, le Maroc est placé depuis le Dahir du 2 août 1914 sous le régime de l'état de siège. Initialement instauré par l'IOT lors du déclenchement de la Première Guerre mondiale, il sera prolongé jusqu'en 1956 sans discontinuer. Concrètement, qu'est-ce que cela donne? Eh bien, les pouvoirs dont l'autorité civile était revêtue pour le maintien de l'ordre passent en fait tout entier à l'autorité militaire. Cette dernière a donc le droit d'interdire et de saisir les publications, d'interdire les réunions qu'elle juge de nature à entretenir ou exciter le désordre. Enfin, les tribunaux militaires peuvent être saisis sur tous les crimes ou délits contre l'ordre et la paix publique, considérés comme attentatoires à la sûreté de l'armée. Cette législation imprègne donc le temps long du protectorat. Surtout, elle va s'avérer d'une redoutable efficacité pour réprimer les nationalistes. Le modèle du maintien de l'ordre s'appuie sur 3 éléments. La police, évidemment, souvent sous les ordres du pacha de la ville. La gendarmerie française, qui est présente au Maroc depuis 1908. Et lorsqu'une émeute tourne vraiment mal, même sans que ça tourne mal, on envoie le plus souvent la troupe, c'est-à-dire les goumiers ou les tirailleurs marocains ou sénégalais. Et c'est ce que l'on observe lors de la répression orchestrée par le général d'armée et résident général Charles Noguès des manifestations et émeutes nationalistes de Rabat et Fès en novembre 1936 et surtout de Marrakech et Meknès en septembre 1937, qui aboutissent d'une part à la dissolution du comité d'action marocaine et à l'exil des 2 grands leaders nationalistes devenus rivaux, Mohamed Hassan Ouazani et Alal El-Fassi. Ils resteront d'ailleurs en résidence surveillée dans le sud du Maroc et au Gabon jusqu'en 1946, décapitant ainsi pour plusieurs années les structures nationalistes qui avaient émergé dans les années 30. Cette répression a donc été particulièrement efficace à moyen terme. Ainsi, en mai-juin 40, alors que la métropole s'effondre face à l'offensive allemande, eh bien, les nationalistes sont incapables de bouger politiquement. Derrière Noguès, l'armée d'Afrique fait donc allégeance au maréchal Pétain et au régime de l'État français. La vraie rupture de l'ordre établi par Noguès intervient au moment finalement du débarquement anglo-américain du 8 novembre 1942 au Maroc et en Algérie, la fameuse opération Torche. L'arrivée du général Patton est de fait un véritable tremblement de terre qui ébranle dans ses fondements le protectorat. Pour la première fois, le sultan obtient un espace politique autonome hors du contrôle du résident général et change d'attitude vis-à-vis de la tutelle française après les promesses d'indépendance faites de la part du président Roosevelt lors de la fameuse conférence d'Anfa en janvier 1943. De son côté, Noguès finalement s'exile au Portugal en juin 1943 et est remplacé par un diplomate à la résidence générale, un néo-gaulliste, Gabriel Puot. Sur le plan militaire, l'armée d'Afrique vichiste change donc de camp et part combattre les Allemands en Tunisie dès le 19 novembre 1942. C'est le point de départ d'une mobilisation sans précédent du Maroc à l'effort de guerre. De novembre 1942 à novembre 1944, près de 41 000 Français du Maroc, soit 25% de la population française masculine, ainsi que 85 000 Marocains, soit 1,40% de la population totale du pays, sur 6 millions d'habitants, ont combattu dans l'armée d'Afrique, soit une mobilisation absolument colossale de 24 classes d'âge sous les drapeaux. En février 1945, ce sont encore 73 000 Marocains et 41 000 Français du Maroc qui combattent en métropole. Fait important, 82% des Marocains recrutés sous les drapeaux proviennent des zones rurales. Au moment où les premières troupes marocaines débarquent à Naples pour combattre en Italie au sein du corps expéditionnaire français du général d'armée Alphonse Juin, les nationalistes fondent le parti de l'Istiqlal le 10 décembre 1943. La proclamation du manifeste de l'indépendance le 11 janvier 1944 par le parti de l'Istiqlal mène donc à l'arrestation de 2 de ses leaders, Ahmed Balafrej et Mohamed Yazidi, par la sécurité militaire, ainsi que 23 cadres du parti, le 28 janvier 1944. Aussitôt, une manifestation de protestation se déclenche à Rabat et à Salé. Le palais du sultan est d'ailleurs envahi par la foule, puis évacué. La police et la gendarmerie sont vite débordées et tirent. 150 arrestations sont effectuées à Rabat et une quarantaine à Salé. Seule l'intervention de la troupe permet de coincer les manifestants dans la médina de Rabat.
Celle-ci est ensuite encerclée par un escadron de chars légers, 2 pelotons de mitrailleuses et 2 bataillons du régiment de marche du Tchad de la 2e division blindée du général Leclerc, qui intervient à partir de 15h30 le lendemain, le 29 janvier. Le 30, c'est la ville de Fès qui entre en état d'insurrection avec des manifestations qui seront également réprimées par 2 bataillons de tirailleurs sénégalais et les Goums. Au total, le bilan est lourd, on compte au moins une quarantaine de tués, une centaine de blessés à Fès, 1803 arrestations dans tout le Maroc et au moins 12 condamnations à mort prononcées par le tribunal militaire de la 2e division blindée. Alors les émeutes de janvier 1944 marquent une profonde rupture. Rupture entre les communautés tout d'abord, une rupture politique ensuite entre le sultan et les cadres civils et militaires du protectorat, qui commencent déjà à penser que la déposition de Sidi Mohamed Ben Youssef est une solution pour résoudre la crise déclenchée par la revendication de l'indépendance. Le malaise est d'autant plus palpable que ces événements se déroulent au moment même de la campagne d'Italie, où les troupes marocaines connaissent l'épreuve du feu allemand durant la longue bataille de Monte Cassino auprès des Alliés. 4 mois plus tard, elles jouent un rôle majeur dans la victoire du Garigliano en mai 1944, puis dans la prise de Rome et de Sienne. Elles participeront ensuite activement au débarquement de Provence, avec pour point d'orgue la libération de Marseille, ainsi qu'aux très difficiles combats d'Alsace puis d'Allemagne en avril-mai 1945. Ces troupes marocaines sont commandées par des chefs que l'on va retrouver moins de 10 ans plus tard durant la crise finale du protectorat comme résidents généraux, à l'image d'Alphonse Juin, du général Augustin Guillaume qui commandait les Tabors en Italie, du général Pierre Boyer de la Tour ou encore comme commandant supérieur des troupes du Maroc, un certain général Duval. Dès la fin de la guerre, le Maroc prend une dimension stratégique qui va pousser ses chefs militaires à l'intransigeance face à l'alliance du sultan et des partis nationalistes, l'Istiqlal, le Parti démocratique de l'indépendance de Mohamed Hassan Ouazani, fondé en 1946, ainsi que le Parti communiste marocain de Ali Yatta. Le problème, c'est que cette intransigeance de la part des chefs militaires français va se baser sur des postulats qui vont se révéler largement erronés. Tout d'abord, le peu d'impact des émeutes de janvier 1944 sur la loyauté des troupes marocaines accrédita l'idée chez les officiers français qu'il y avait bien 2 Marocs imperméables, entre d'un côté, entre guillemets, le bon bled berbère, fidèle à la France et encadré par ses pachas et caïds, à l'image du célèbre Glaoui, face à un nationalisme urbain et arabophone de l'Istiqlal et du PDI. Plus globalement, le souvenir des combats communs entre soldats, entre guillemets, des 2 races, sera souvent rappelé ultérieurement par la propagande coloniale pour mieux accréditer cette thèse. Deuxièmement, dès 1946, le général Juin conceptualise une vision géostratégique dans le cadre de la guerre froide naissante, où l'Afrique du Nord formerait une base de repli indispensable en cas d'offensive soviétique en Europe. En 1947, Juin annonçait clairement qu'il concevait le Maroc, je le cite, comme un pays occidental à la porte de la Méditerranée et de l'Europe. Dès le début des années 50, le Juin devient la figure de proue principale des chefs militaires que l'historien Philippe Vial qualifie d'impériaux atlantistes, pour lesquels l'empire colonial en Afrique du Nord demeure le socle d'une puissance française inscrite dans le cadre de l'OTAN et de l'Alliance américaine. Ainsi, par extension, la présence française au Maroc permettrait de faire rempart au communisme international qui manipulerait le parti de l'Istiqlal. À partir de mai 1947, Juin devient résident général à la suite du discours de Tanger prononcé par le sultan le 10 avril précédent. Le réseau militaro-colonial issu du corps expéditionnaire français en Italie prend donc le leadership du protectorat, avec pour mission d'isoler politiquement le sultan et à défaut de le déposer de son trône si besoin. Une instruction résidentielle relative à la participation des forces armées au maintien de l'ordre est actée d'ailleurs par Juin en 1948, où sont réactualisées les dispositions de l'état de siège. Dans le sillon des chefs militaires français de l'armée d'Italie, toute une génération aussi de jeunes sous-officiers et officiers marocains émerge à cette époque, à l'image de Driss Ben Omar El-Alami, de Mohamed Oufkir ou de Ben Hamou Ketani, qui seront appelés à prendre des fonctions de plus importantes dans les rouages de l'armée. L'exemple le plus fameux est évidemment celui d'Oufkir, qui devient aide-de-camp des résidents généraux Augustin Guillaume et Pierre Boyer de la Tour, donc au moment même de la déposition du sultan en août 1953. Plus globalement, les troupes marocaines de l'armée française vont être partie prenante des grandes crises qui émaillent la fin du protectorat. Le 25 février 1951, le sultan Sidi Mohamed Ben Youssef est sauvé in extremis d'une déposition par le résident général Juin, le pacha de Marrakech El Glaoui, grâce à une intervention du ministre des Affaires étrangères, Robert Schuman. Ce n'est que partie remise. Lorsque le successeur de Juin, le général Augustin Guillaume, et le chef de la région de Casablanca, Philippe Boniface, répriment par la gendarmerie, les Goums et la Légion étrangère les émeutes des carrières centrales de Casablanca en décembre 1952, déclenchées à la suite de l'assassinat du syndicaliste tunisien Farhat Hached,
qui occasionne tout de même entre 34 et 300 tués selon l'historien Jim House, la résidence générale en profite pour interdire le parti de l'Istiklal et emprisonner la majorité de ses chefs. Enfin, la déposition du sultan et de sa famille le 20 août 1953 se solde par plus de 4400 arrestations. Ainsi, d'août 1953 à octobre 1955, le Maroc est le théâtre d'un impitoyable cycle d'attentats-répression qui mènera le pays au bord de la guerre. C'est donc une crise sécuritaire d'une extrême gravité qui se déclenche à ce moment-là. Selon les chiffres transmis mois par mois au président du Conseil, le chef du gouvernement français, par le secrétariat général du gouvernement, un organisme alors chargé à l'époque de coordonner le renseignement pour Matignon, entre août 1953 et octobre 1955, on compte au minimum 1680 attentats commis au Maroc. Ce chiffre recouvre les attentats contre les personnes, les propriétés privées ou contre le domaine public, à l'exemple par exemple des sabotages de voies ferrées ou des lignes téléphoniques. Concernant le nombre de tués, les autorités françaises comptabilisent la mort violente d'au moins 94 civils européens et de 545 Marocains, soit un total de 639 tués. Enfin, 405 Européens et 1383 Marocains ont au minimum été blessés, soit un total de 1788 blessés. Concernant les pertes de l'armée française, cette fois-ci entre janvier 1952 et novembre 1961, elle a perdu au Maroc, selon les calculs de l'historien Benjamin Badier, que je remercie, 764 tués. Les deux périodes les plus meurtrières correspondent assurément à l'été 1954 et surtout à la période qui va de mai à octobre 1955, où on atteint un pic de 822 attaques par mois pour 323 tués. Ces chiffres masquent une réalité néanmoins contrastée. C'est à Casablanca que se concentre la moitié des attaques, largement devant Rabat, tandis que les campagnes concentrent moins de 10% des attentats. Ce qui change durant l'été 1955, c'est la généralisation de la violence à tout le territoire marocain, y compris des zones censées être sous le contrôle de caïds loyaux à la France. La bascule se fait le 20 août 1955, soit le deuxième anniversaire de la déposition du sultan Sidi Mohamed, avec d'une part au Maroc le massacre de Ouatzem, où 49 Européens sont tués, et d'autre part, en Algérie, l'attaque massive du FLN contre Philippeville et plusieurs localités du nord constantinois. 2 jours plus tard, le commandant supérieur des troupes du Maroc, le général d'armée Raymond Duval, qui commandait les opérations de répression, se tue accidentellement en avion. La mort inattendue de cet homme à poigne, jadis responsable de la répression à Sétif en mai 1945, déstabilise un dispositif répressif qui commence à être réellement débordé entre l'entrée véritable en guerre de l'Algérie, après les massacres de Philippeville, les premières attaques depuis la zone espagnole de l'armée de libération marocaine le 1er octobre 1955, le ralliement de plusieurs cadres marocains de l'armée française à l'idée d'un retour du sultan, et une situation sécuritaire très critique en Tunisie. La résidence générale à Rabat ne cesse de demander des renforts de troupes et de gendarmerie que la métropole est bien incapable de garantir. Et dans ce contexte, la soumission du Glaoui est arrivée à point nommé pour le président du Conseil Edgar Faure, qui lance désormais un cycle de négociations avec les nationalistes à Aix-les-Bains, qui aboutissent au fameux concept d'indépendance dans l'interdépendance, à la déclaration de la Celle-Saint-Cloud et, comme vous le savez, au retour du sultan de son exil à Rabat le 16 novembre 1955, où tient donc sa sécurité est assurée par un officier dénommé Oufkir. C'est Mbarek Bekay, un ancien officier héros de l'armée française, resté fidèle au sultan pendant la crise, qui mène les ultimes négociations qui aboutissent le 2 mars 1956 à l'indépendance officielle du Maroc. Alors, selon le protocole du 2 mars 1956, il est acté, je cite, eh bien, que Sa Majesté Mohamed V, sultan du Maroc, dispose d'une armée nationale. La France prête ainsi son assistance au Maroc pour la constitution de cette armée. Le statut actuel de l'armée française au Maroc demeure inchangé pour la période transitoire. Alors, cet article issu du protocole est important car il fixe le statut eh bien, des quelques 110 000 soldats français toujours présents dans le pays, posant ainsi les bases aussi des futures forces armées royales et de l'aide que la France va leur apporter pour être opérationnelle le plus rapidement possible afin de faire face à plusieurs défis, assurer l'autorité de la monarchie alaouite sur le nouvel État aux dépens de l'Istiklal, mettre au pas l'armée de libération marocaine largement encore contrôlée par l'Istiklal et surtout surveiller l'installation des bases du Front de libération nationale algérien dans la région d'Oujda. Le 15 mai 1956, les forces françaises obtiennent un nouveau statut juridique qui confirme ce maintien, le maintien de leur présence, avec à leur tête un général commandant interarmé. Ces forces sont réparties sur 15 bases situées dans les régions d'Agadir, Fès, Marrakech, Rabat, Meknès et Casablanca. Côté marocain, le ministère de la Défense nationale est fondé le 22 mars, suivi le 12 mai 1956 par la création des forces armées royales,
qui compte alors 12 000 hommes encadrés par 1100 Français et 1700 officiers marocains, dont une majorité sont issus de l'armée française, à l'image du général Ben Hammou Kettani, du colonel Moulay Hafid El Alaoui et du lieutenant-colonel célèbre Oufkir, et encore de Driss Ben Aoumar El Alami, ou aussi d'officiers espagnols, dont le plus célèbre est le général Hamzian. Il faut environ 6 mois pour que l'amalgame se fasse et que les phares deviennent réellement opérationnels, grâce au bureau d'aide militaire à l'armée royale, le BAMAR, établi par la France. Ainsi, des formations sont aussi préparées à Saint-Cyr-Couët-Quidan pour former les futurs officiers. En 1958, les phares constituent une force aguerrie désormais de 34 000 hommes, sous le commandement du prince Moulay Hassan, le futur Hassan II, qui en est le chef d'état-major général. Quant à l'ALM, une fois l'indépendance signée, elle se scinde en deux. L'ALM du Rif se rallie aux forces armées royales en juillet-août 1956, tandis que l'ALM Sud se déploie au sud d'Agadir, où elle est battue par les forces franco-espagnoles au Sahara lors de l'opération Écouvillon en février 1958, avant de perdre progressivement pied dû à des dissensions au sein de l'Istiklal et à l'hostilité du palais l'année suivante. Néanmoins, la politique algérienne de la France a posé de plus en plus de problèmes aux gouvernements marocains successifs, d'autant plus que les soldats français restent la cible d'attaque, tout comme la population européenne. Entre mars 1956 et mars 1961, l'armée française perd 261 hommes. De fait, cette présence militaire va baisser très progressivement. Si on compte encore 90 000 hommes en avril 1957, ce chiffre tombe à 22 500 hommes en 1959. Sur ordre de De Gaulle, l'évacuation finale des 10 000 derniers soldats est effective le 2 mars 1961, 2 mois à peine après le début du règne du jeune roi Hassan II. Alors en conclusion, je souhaiterais revenir un bref instant sur un événement très symbolique qui s'est déroulé le 21 avril 1961, à savoir le transfert des cendres de l'IOT de son mausolée de Rabat pour Paris, puis ensuite les Invalides, où il reste toujours. Outre que la cérémonie en grande pompe marque la fin de 58 ans de présence militaire française au Maroc, depuis 1903, le hasard veut qu'il y ait eu le même jour à Alger le putsch des généraux Chal, Zeller, Salan et Jouot contre la politique algérienne du général de Gaulle, qui marque clairement un changement d'époque. Pour l'armée française, la mise au pas des putschistes marque à moyen terme la perte de l'Algérie et un changement complet de modèle qui sera désormais centré sur la dissuasion nucléaire et les opérations extérieures. Pour les nationalistes marocains, le transfert des cendres de l'IOT marque incontestablement une victoire symbolique, celle d'une longue lutte politique en faveur de l'indépendance qui, il faut bien le dire, dans les années 30 semblait alors hors de portée. Cependant, il s'agissait certainement d'une victoire à la Pyrrhus. En effet, en donnant quasiment clé en main à la monarchie alaouite un territoire contrôlé par un appareil militaire et policier fort, alors qu'elles avaient exilé Manu Militari le sultan 2 ans auparavant, la France est parvenue à préserver finalement ses intérêts stratégiques et à empêcher une prise du pouvoir par les nationalistes et la gauche marocaine, qui seront les grands perdants du long règne de Hassan II. Et je vous remercie pour votre attention. Je vais sans plus tarder passer la parole à Riem Fahem, qui est membre de l'IHTP et, comme vous le savez, une des co-organisatrices de ce très riche colloque, pour une intervention intitulée « Insurrection et contre-insurrection, la répression du soulèvement de la région du Cap-Bon en Tunisie, janvier-février 1952 ». Alors, le 8 février 1952, une commission d'enquête menée par le ministre tunisien de l'Intérieur Mohamed Matri et le ministre de la Santé Mohamed Ben Salem est dépêchée pour rédiger un rapport sur les actes commis par la Légion étrangère du 28 janvier au 2 février dans la région du Cap-Bon au cours de l'opération Mars. Dirigée par le général Pierre Garbet, commandant supérieur des troupes de Tunisie, et qualifiée de ratissage par les autorités militaires, elle était mise en œuvre pour arrêter les résistants identifiés et repérer des caches d'armes. Dans ses mémoires, l'antichambre de l'indépendance, Mohamed Ben Salem commente ainsi les sévices subis par la population. Nous nous rendons successivement à Nebelt, Barqa, Bnichiar, Ma'moura. Assassinats, viols, massacres d'enfants, maisons dynamitées, mise à sac des demeures, voilà le bilan horrible de l'action de nos protecteurs. Et ceci seulement pendant les 3 journées tragiques des 29, 30 et 31 janvier 1952. Cette description de la répression violente d'un mouvement insurrectionnel qui s'est renforcé après l'arrestation des leaders nationalistes tunisiens le 18 janvier 1952 amène à considérer 2 éléments d'analyse. En premier lieu, elle révèle la nature des violences commises envers les populations civiles par les autorités du protectorat.
Ces actes peuvent être assimilés à des crimes de guerre, alors que, nous le verrons, les tenants du maintien de l'ordre refusent de reconnaître toute comparaison à un état de guerre. Par ailleurs, la violence exercée par les militaires dans cette région en particulier conduit à penser qu'il s'agit là d'une opération de contre-insurrection face à des actes de résistance et à la présence d'un réseau de combattants importants. Le but de cette communication est de présenter de premières hypothèses de travail, étant en début de thèse, à la fois sur les pratiques insurrectionnelles des habitants du Cap-Bon et sur les méthodes employées par les autorités coloniales pour mettre fin aux actes subversifs. La présentation de quelques hypothèses de recherche vise à aller à rebours d'un discours présentant la décolonisation de la Tunisie comme étant pacifique ou seulement négociée, ce qui est l'objet de ce panel, en centrant la focale sur les expériences des résistants et résistantes du quotidien. Donc pour traiter des mouvements insurrectionnels et contre-insurrectionnels, je m'appuierai sur des entretiens qui constituent ma source principale d'information et je traiterai également des sources institutionnelles, ici principalement celles de la résidence générale et de l'armée, pour comprendre comment le discours sur les résistants est construit. Donc je vais commencer par présenter l'insurrection du Cap-Bon et ensuite l'opération Mars de contre-insurrection. Quelques facteurs, selon moi, expliqueraient la présence d'un foyer de résistance dans le Cap-Bon. J'en comptabilise 3, donc la situation géographique, le contexte d'après-guerre et le contexte social. Premier facteur, donc la situation géographique du Cap-Bon. Il s'agit d'une péninsule de moyenne montagne située au nord-est de la Tunisie, principalement agricole, avec quelques centres urbains, dont Nebel, que vous voyez au sud de la carte. Elle est difficile d'accès, ce qui rend les choses plus aisées pour les résistants qui prennent le maquis, souhaitent cacher des armes. Il est moins aisé pour les autorités de contrôler l'organisation d'un acte ou d'un mouvement insurrectionnel. La région est également proche de Tunis, ce qui facilite les échanges avec les organisations nationalistes. Donc, d'après les renseignements militaires, en janvier 1951, le Néo-Destour, donc le parti nationaliste majoritaire, dispose de 26 cellules dans le Cap-Bon, répartis entre les caïdas de Slimane, Nebel et Menzeltmim, qui sont en majuscules sur la carte, et regroupant en totalité 2800 adhérents. Tunis donnerait ses instructions à la fédération de Nebel. Néanmoins, elle restait assez isolée et autonome de ce point de vue si l'on considère les informations obtenues grâce aux renseignements. Le colonel Pagès, dans un rapport du 22 février 1951 à Pierre Garbet, affirme « L'organisation des cellules ne paraissait pas au point. Certains responsables ont donné l'impression qu'ils ignoraient en partie les consignes du Néo-Destour. Peut-être ne détenaient-ils que de vagues fonctions dans des bureaux locaux du parti. Les individus arrêtés sont plutôt des voyous, attirés par le pillage, assemblés en bande, sans organisation réelle et sans discipline. » Il serait légitime de douter de la valeur accordée aux renseignements sur l'organisation interne des cellules, du fait d'un réseau d'informations très diffus. Toutefois, dans certains cas, les propos des résistants eux-mêmes corroborent ces idées. Par exemple, le rapport de gendarmerie sur l'attaque de la ferme du colon Le Nain, le 26 janvier 1952 à Menzelbouzelfa, expose ainsi les motivations des insurgés. Kileni Rai, nationaliste notoire, chef de troupe des scouts musulmans de 47 à 48, a déclaré avoir organisé l'attaque de la ferme dans le but de créer des ennuis aux autorités et avoir pris cette initiative en l'absence des chefs de la cellule destourienne de la localité, objet d'une mesure d'éloignement dans le sud tunisien. Il existe donc bien un réseau de résistance plus ou moins organisé et, dans certaines situations, qui fait preuve d'autonomie dans ses actes. Le second facteur serait le contexte d'après-guerre, qui a facilité le basculement dans la résistance armée. En effet, cette région fut l'un des derniers espaces occupés par les Allemands en Tunisie, et en quittant les lieux, les militaires ont abandonné des armes utilisées pendant le soulèvement de janvier 1952. Les archives militaires renseignent sur ce point. Des cartes de 1947 sur les détentions de munitions et d'armes de guerre clandestines dans les différentes régions de Tunisie évaluent celles-ci à 15 000 dans le Cap-Bon contre 300 à 5 000 dans les autres régions de Tunisie. Et idem pour les munitions, on en évalue 500 000, ce qui est le maximum qu'on ait trouvé. Dans une note de service datée du 5 février 1952 sur les opérations de police dans le Cap-Bon, Pierre Garbet déclare « Dans le Cap-Bon et le Sahel, un grand nombre d'armes vestiges de la défaite allemande sont encore entreposées dans des cachettes difficiles à détecter. Le commandement s'attendait à ce que des troubles se produisent dans ces deux régions. »
Enfin, le dernier facteur correspond au contexte social. Le Gabon est majoritairement peuplé de petits propriétaires fonciers, d'employés agricoles, d'artisans et de commerçants. Les petits agriculteurs qui se consacraient principalement à la culture de l'agrume ont commencé à faire des profits après la guerre qu'ils dédiaient à l'éducation des jeunes et au soutien financier de la résistance. C'est ce que m'a affirmé un témoin de l'époque, Mostafa Ben Fraj, fils et frère de résistants de Menzel Bouzelfa, qui raconte le renversement collectif d'une partie des bénéfices des agriculteurs au profit de l'éducation des garçons qui étudiaient à Tunis. Il décrit d'ailleurs l'ascension sociale des petits propriétaires comme une forme de résistance à la colonisation, en affirmant « eux, ce sont des nationalistes, ils se sont épuisés pour faire fructifier leur patrimoine, leur nationalisme est né de leur exercice, de leur labeur ». Ce nouveau contexte semble avoir créé les conditions pour une prise de conscience des inégalités entre les colons et les Tunisiens, et beaucoup de témoins associent en réalité leur nationalisme ou patriotisme à un état de dépossession et parfois d'humiliation entre le dominant et le dominé. Je vais maintenant passer à la présentation du mouvement insurrectionnel de janvier 1952, mais avant d'évoquer ce mouvement, je vais prendre une minute pour replacer des éléments de contexte. Donc, le soulèvement de janvier 1952 fait suite à la demande du gouvernement tunisien d'accéder à l'autonomie interne, qui fut rejetée par une note du Conseil des ministres du 15 décembre 1951. Ce refus, ainsi que le remplacement le 13 janvier 1952 du résident général Louis Périer par Jean de Hautecloque, un diplomate déterminé à mettre fin aux velléités nationalistes des Tunisiens, a suffi à mettre le feu aux poudres. Le 13 janvier, Habib Bourguiba prononce un discours enflammé à Bizerte dans lequel il appelle à prendre les armes et à présenter une requête auprès de l'ONU. Le 18 janvier, une réunion clandestine du Néo-Destour entraîne l'arrestation de 150 dirigeants nationalistes, dont Habib Bourguiba, ce qui fait entrer le pays dans une phase d'effervescence. Les syndicats appellent à la grève générale et au boycott, et plusieurs actes insurrectionnels sont menés, et en particulier dans la région du Gabon. Alors, il est difficile de produire des données chiffrées sur le nombre d'occurrences d'actes insurrectionnels durant le mois de janvier et le début du mois de février 1952, mais j'ai tenté de produire un graphique pour ceux qui me semblaient chiffrables en tout cas. Et je tiens à préciser que je ne suis qu'au début de mes recherches et qu'il s'agit ici d'une aide à la visualisation et ça peut être amené à évoluer. Par ailleurs, je m'appuie principalement sur des sources institutionnelles pour produire ces tableaux de données, mais il est probable que ces chiffres soient sous-estimés, surtout pour ce qui concerne les attaques d'agents détenteurs de l'autorité publique, car il est dans leur intérêt de ne pas perdre en crédibilité en tant que garant de maintien de l'ordre. Cela étant dit, la majorité des actes de résistance ont consisté à des opérations de sabotage qui visaient à couper toute forme de communication entre la capitale et les régions qui se soulevaient contre l'autorité coloniale. Les autres actes insurrectionnels relèvent de ce que l'historien des subalternes Ranajit Goua qualifie de violences sélectives, c'est-à-dire des actes violents commis de manière organisée et cohérente et visant les structures coloniales. On peut aussi reprendre l'idée de Neil McMaster qui parle de structuration des masses paysannes pour souligner la cohérence et l'organisation des actes insurrectionnels. Cela se traduit donc par ce que vous pouvez voir sur le graphique, des manifestations qui résultent en affrontements entre les manifestants, les policiers, les gendarmes ou corps d'armée envoyés en renfort, par des attaques de colons, on va leur tirer dessus, on les blesse ou on les lapide, des attaques de fermes coloniales qui vont être détruites, pillées ou incendiées, comme par exemple ici l'incendie de la ferme Le Nain près de Menzel Bouzelfa. Ça peut être aussi des lieux publics. Donc là, c'est le pillage la même journée du poste forestier de Darchichou, le 24 janvier 1952, donc près de Khlibia. Et le cas le plus extrême dans ce mouvement insurrectionnel, c'est le meurtre du lieutenant Vaché, commandant de la gendarmerie de Grombelia, effectuant des arrestations et recherchant des caches d'armes à Bni Khaled et Menzel Bouzelfa, et qui a été tué par balle par un résistant caché sur le toit d'un mausolée le 23 janvier 1952. Il est toutefois nécessaire de prendre en considération d'autres formes d'insurrection qui peuvent paraître moins spectaculaires, mais qui sont tout autant significatives dans la lutte pour l'indépendance et qui impliquent toutes les générations. Ainsi, le boycott de produits coloniaux, les grèves, la distribution de tracts, les chants, les slogans, la transmission d'informations, l'aide financière et logistique des résistants armés sont tout autant de modalités d'insurrection peu analysées dans les sources et qui impliquent aussi des femmes et des enfants.
Wassila Benfraj raconte que les mères des résistants qui étaient cachés dans les fermes, dans les montagnes, transportaient les armes pour leurs fils sous leur melia, donc c'est une robe traditionnelle avec un grand tissu. On pouvait cacher des armes donc. Cela pouvait aussi se traduire par la transmission d'informations ou d'instructions. Donc on m'a raconté par exemple qu'on cachait des instructions dans des miches de pain qu'on apportait aux résistants, aux prisonniers. Ce sont l'ensemble de ces différents actes insurrectionnels qui ont justifié la mise en œuvre de l'opération Mars que je vais désormais vous présenter dans l'optique de défendre l'idée qu'il s'agit d'une opération contre-insurrectionnelle. Alors, il paraît inévitable de revenir sur la définition de contre-insurrection, mais par souci d'efficacité, je vais utiliser celle actuelle du Centre interarmé de concepts de doctrine et d'expérimentation. Donc, il la définit ainsi. La contre-insurrection est l'ensemble des activités politiques, économiques, sociales, militaires, juridiques, psychologiques, institutionnelles ou non, nécessaires pour neutraliser une insurrection et répondre aux principaux motifs d'insatisfaction de la population. Vous voyez là qu'il s'agit d'une définition bien large et assez vague, mais nous allons voir dans l'opération Mars en quoi consistent les activités militaires, ce qui nous concerne ici, qui visaient la neutralisation de cette insurrection. Pour ce qui concerne la réponse aux principaux motifs d'insatisfaction de la population, je peux d'ores et déjà vous affirmer que l'objectif n'a pas été atteint. Donc, le 24 janvier 1952, l'état de siège est proclamé. Cela signifie que le commandant supérieur des troupes de Tunisie, Pierre Garbet que vous voyez ici, se voit attribuer des pouvoirs de police qui lui donnent la possibilité de mener ces opérations. Dans ses instructions aux soldats le 25 janvier, le général affirme que l'état de siège n'est pas l'état de guerre. Il semble toutefois anticiper des débordements. Bien qu'il interdise à ses soldats l'emploi d'armes lourdes, il dit qu'en cas de guerre ouverte menée par les insurgés en dehors des agglomérations, l'emploi de ces mêmes armes est admis. Il les exhorte à ne pas fusiller de résistants pendant les fouilles, d'être dans une forme de dialogue avec la population et de respecter les lieux publics et religieux, ce qui semble aller dans le sens d'une opération dite de pacification. Or, les résultats de l'opération sont tout à fait contraires aux instructions. Et mon diapo ne veut plus passer. Parce que j'appuie pas sur le bon bouton. Voilà. Le rapport du 4 février 1952, donc après l'opération, du colonel Schmuckel, commandant de la subdivision de Tunis, est à ce titre riche en renseignements sur les objectifs de cette opération. Il commence par les lister: détruire tout centre de résistance, rétablir l'ordre, arrêter les suspects et saisir les armes. Il établit toutefois une distinction entre les 3 premiers objectifs et le dernier sur la saisie des armes. Les premiers sont qualifiés d'opérations de guerre, ce qui semble contraire aux instructions du général Garbet. Pour le dernier objectif, il utilise le terme de pacification en émettant une opinion sur les modalités de mise en œuvre de l'opération Mars. Il estime que celles-ci doivent être préparées à l'avance avec l'aide des renseignements et en ayant une bonne connaissance de terrain. Dans son ouvrage sur l'armée, la guerre d'Algérie et la torture, Raphaël Branche nous rappelle que les opérations dites de ratissage ont souvent pour objectif sous-jacent d'obtenir davantage de renseignements. Il est donc légitime de supposer que cette opération de contre-insurrection, si elle a pour intérêt de mettre fin au soulèvement, donne en réalité l'opportunité à Pierre Garbet d'agir sur un terrain dans lequel il dispose de renseignements diffus et de démanteler un réseau de résistance en saisissant les armes des insurgés. À l'issue de l'opération, entre le 26 janvier et le 1er février, 700 hommes ont été arrêtés et 320 d'entre eux sont éloignés. 145 armes à feu sont saisies, ce qui est très peu lorsqu'on compare aux chiffres de l'arsenal probablement présent. À noter qu'il s'agit de chiffres qui ne prennent pas en compte les arrestations avant et après l'opération Mars. Un dernier élément du rapport de Schmuckel mérite notre attention. Il remet en question la possibilité d'une opération de pacification dans le long terme, car, dit-il, dès la frayeur dissipée, les éléments reprennent du poil de la bête et entretiennent l'effervescence en déformant les faits et en exploitant les quelques abus inévitables qui se sont produits. Nous avons ici affaire à une situation typique de minimisation des faits de violence perpétrés par les militaires avec l'utilisation de la formule « quelques abus inévitables ». Et c'est sur la violence de la répression que j'aimerais terminer. Si la contre-insurrection a pour objectif de neutraliser la résistance et de pacifier les espaces où les troupes se déploient, force est de constater que l'opération Mars a échoué à atteindre cet objectif.
En réalité, les violences commises précèdent le lancement des opérations et relèvent de pratiques de maintien de l'ordre courantes dans les colonies. Martin Thomas, dans son ouvrage Violence and Colonial Order, montre que les gendarmes mobiles et le 4e régiment de Zouaves ont été mobilisés pour réprimer plusieurs émeutes, comme lors de la révolte des mineurs de Metlaoui en 1937 ou en 1938 lorsque la loi martiale a été décrétée en Tunisie, notamment à Tunis, Sousse et Grombelia, qui est dans le Cap-Bon. Les forces de maintien de l'ordre étaient dans les colonies en sous-effectif et travaillent très souvent en collaboration les unes avec les autres, comme nous l'a dit notre collègue. Donc la police, la gendarmerie, les troupes coloniales, la Légion étrangère peuvent toutes être mobilisées dans ce type d'opération, et c'est le cas de l'opération Mars. Lors des manifestations de Qlibia du 24 janvier 1952, les gendarmes et les policiers appellent en renfort l'armée qui envoie des avions. Les forces de maintien de l'ordre tirent sur les manifestants. Et vous pouvez voir sur ce monument aux martyrs dans le cimetière de Qlibia que 6 individus sont morts pendant les manifestations, entourés en bleu le 24 janvier 1952, tandis que 2 autres ont été tués le 31 janvier pendant l'opération Mars. Donc il y a eu des violences commises avant l'opération. Les opérations se déroulaient toujours selon les mêmes modalités. Les troupes entraient dans les villages, rassemblaient les hommes sur une place publique et lisaient une liste de noms de résistants supposés et qu'il fallait arrêter. Pendant ce temps, une partie des soldats fouillait les maisons pour y chercher des caches d'armes. C'est dans ce cadre que les violences envers les civils étaient commises. Le rapport Matri Ben Selem, que j'ai évoqué en introduction, évalue les violences commises ainsi. Ce n'est pas le seul rapport, il y en a bien d'autres. Il liste quand même pas mal de violences. Donc les maisons et bâtiments publics, dont les lieux religieux, sont dynamités ou saccagés. Par exemple, on ne voit pas très bien là à l'écran, j'espère que sur Zoom on voit mieux, la photographie ci-contre est assez parlante dans la mesure où elle représente un résistant de dos qui assiste au dynamitage de sa demeure en guise de sanction, avec un militaire qui est posté derrière lui. Bien que les hommes aient été raflés, pour certains emprisonnés, ce type de violence sur les biens, qui dépassait le cadre de l'opération de maintien de l'ordre, était une pratique courante. Il s'agit de violences punitives ou visant à exprimer la frustration des militaires lorsqu'ils ne trouvent pas ce qu'ils étaient venus chercher. Donc la plupart des habitations sont fouillées, pillées, les denrées détruites, dans les boutiques également. On a aussi des témoignages sur la pratique de la torture, notamment les hommes, la nuit, qui subissaient des actes de torture. Les viols ou tentatives de viol, le rapport en dénombre 13, mais comme toute situation pour les viols de guerre, il faut considérer que ces chiffres sont fortement sous-estimés et qu'il sera difficile d'obtenir le témoignage des femmes concernées ou des familles. Enfin, les meurtres, des hommes sont tués alors qu'ils tentent de fuir les soldats. Ce ne sont pas nécessairement des personnes qui sont engagées dans le mouvement insurrectionnel. Des enfants aussi. Donc on décompte 15 morts, dont 5 enfants. Et ces chiffres ne comptabilisent pas les personnes mortes au cours des manifestations ou qui ont succombé à leurs blessures en prison. Le général Garbet reconnaît lui-même que les opérations dans le Cap-Bon ont causé 200 morts, mais nie la plupart des violences commises en produisant des contre-rapports. Pour conclure, l'insurrection de janvier 1952 dans la région du Cap-Bon n'est pas un soulèvement soudain. La région concentrait un réseau de résistants organisés et accoutumés aux actes subversifs. L'opération Mars de contre-insurrection, par la violence de sa répression, notamment envers les civils, a eu pour effet de renforcer la résistance au lieu de répondre à son objectif premier de retour au calme. Le sentiment d'injustice et d'inégalité produit par la situation coloniale a irradié dans toutes les couches de la société et amené certaines victimes de violences à rejoindre la résistance. Merci Riem pour également cette très intéressante et suggestive intervention. Nous allons maintenant passer à notre troisième intervenant, Jonathan Wirtsen, qui vient de Yale University. Je vous donne le titre en français, mais l'intervention sera en anglais. Donc de Dien Bien Phu à Bizerte, soldat nord-africain contre insurrection anticoloniale et violence pour l'indépendance au Maroc et en Tunisie, 1951-1961. Je veux remercier chaleureusement les organisateurs, Benjamin et Malika, et vous aussi, parce que je vais procéder en anglais. I will try to go slow, though, not quite as fast.
yell at me if you need me to stop. And also I'll try to figure this out. Okay, who knows where this picture is? Quick. Où est ça? Les Marocains, they have to know this. Rabat, right? So this is in front of the train station in Rabat, looking to the north. Hassan II is in white in his dress gear. Who do you imagine is sitting on the throne? Your special guest, Mohammed V. So this is May 14th, 1956. This was just, this occasion was just celebrated. And in some ways, what my presentation is thinking about this day itself and what's happening, which is the inauguration of the Royal Armed Forces, creating the Moroccan army. And what happened, the soldiers that are marching, what were they doing in the 5 years before this? What are those soldiers going to do in the 5 years after this, more or less? And those kind of, that puzzle, or those, I think the kind of, in some ways these are paradoxes that are built into this particular post-colonial military. And thinking about Morocco, but also thinking about Algeria and Tunisia comparatively. So a quick overview of what I will do. A historical background on the role of colonial troops in the French Empire, and this very much interfaces with Guillaume's presentation earlier, and then we'll cross with Riham and also with Haja Rastuni this afternoon. The importance of the role of colonial troops, and then this question of what they do during the period of decolonization, thinking about North African troops and counterinsurgency, both, as we've heard, inside of North Africa, but also abroad, and then thinking about the role, as I was mentioning, of the colonial armies turning into national armies post-independence in Morocco, Tunisia, and Algeria, and then thinking beyond that up to the present, and in terms of the history of the present and what are the legacies of these militaries. 3 purposes for colonial troops in the French Empire. This would apply to most empires, but we're talking about the French Empire. First, colonial conquest. So troops are used to conquer their own country, and they're used to conquer other countries. I know Morocco the best because of my own work, but the example here would be the French conquer Morocco primarily with troops from Algeria, Tunisia, and Senegal, West Africa. There are metropolitan troops, but most of the troops are initially from other colonies, and then immediately the French are incorporating Moroccans to conquer Morocco. Second, defend the metropole. North African troops, Malagasy troops, Indochinois troops are used in World War I and in World War II to defend the metropole. And then the third role would be to defend the empire. So here we're talking about the deployment again. Who conquers Syria for the French in 1920? The French army that defeats the Arab army at the Battle of Maysalun, which is between Beirut and Damascus, are North African troops, Senegalese troops, Malagasy troops. It's a mixture, but there's a large numbers of those. They're used in the Rif War, so you have Moroccan troops fighting other Moroccans in the Rif. You also have this in the Syrian revolt. And then what we're going to talk about much more is about after World War II in the Royal Colonial Troops and defending the empire after World War II. This is, I'm not going to go through every part of this slide, but there's a much bigger canvas, a longer history of the importance of colonial troops in the French army stretching back arguably to the 18th century. In the 7 Years' War, I'm coming from North America, but the French, what we call the French and Indian War, the name of it in North America gives away the fact that the forces that are fighting against the Anglo-American army, which also has indigenous nations that are on its side, and the French army, this is a complex altercation that involves more than just French fighting British. Similarly, the 19th century, I'm not going to go there, but the Napoleonic army arguably incorporates European colonial troops from the Netherlands, from Italy, from etc.
But you can see as the French expand into Africa and Asia, the building up of this army that extends into the 20th century. This is something that probably is more familiar. We have more, Omar Sy has a movie about the Senegalese troops in World War I. Rachid Talib, Les Indigènes, we have a movie about North African troops in World War II. But just to underline the scope of this, you have large, hundreds of thousands of colonial troops that are involved in this role that I mentioned. The second role to defend the metropole, and in the Second World War to liberate the metropole. And I think of that paradoxical moment in the Les Indigènes movie, where all of the colonial troops are singing La Marseillaise as they're on the boats going over to be landed in Marseille, or in the reconquest or the liberation of the metropole. Here, I'll just, this isn't the main focus, but note that 65%, and this is some of the presentation from Guillaume, 65% of the total fighting forces in the Italian campaign and the further campaigns into Europe are from the colonies. And this is more noted in the historiography, but especially the Moroccan soldiers play a very important role in the Battle of Monte Cassino, and it's a complex history there. One of the other ironies, I think, from that movie that captures well is the North African troops that liberate Alsace and Lorraine, and then also moving into the occupation, or conquering and occupying across the Rhine into Germany. What about after the war? So this is the part that there's not a movie about yet, not exactly. So from 46, which is when Ho Chi Minh starts kind of an armed struggle in Indochina, when the French refused to grant independence to Vietnam after the war. These colonial troops' primary purpose, I remember the 3 points are conquer territory and defend colonial territory, defend the empire, defend the metropole or defend the empire. And so they shift into this role of reconquering and defending the empire. First in Indochina, they then get in the midst of that deployed to Madagascar. They're used in Morocco and Tunisia. We heard a little bit about this earlier. And they're also used, maybe less intuitively, but get used just at parts of the Algerian War. So the Indochina War, and I don't think it's been mentioned today, maybe just very briefly, but I think this is a part of a conference of decolonization in North Africa in 1956 to 62. This has to be part of our picture, and this would be one of my arguments in this presentation today. The Corps Expéditionnaire Française en Extrême Orient was composed, look at the numbers below, 40% are coming from Africa. A quarter are coming from North Africa. Half of that, 60,000 Moroccans and 60,000 combined Algerians and Tunisians. So you have substantial North African deployment to the other end of the empire, to the antipode of the French Empire, to Indochina. And I'll just point out the pictures here. You have Tunisians that were primarily the tirailleurs. The Tunisian tirailleurs are deployed to Cambodia. And then the other picture there is of an Eid celebration. This is up on the border with China, Vietnam and China, or Tonkin and China, at Long Son. This is a group of Moroccan Gumier that are celebrating the Eid. They brought in the sheep for the Eid from Australia and New Zealand. So there's a whole historiography, not a large historiography, there's a historiography that does kind of deal with the efforts that are made on the part of the French military to meet the needs of its North African soldiers. The picture on the left there gives you the rainbow coalition of the French army. You have representatives from left to right. You can read that, but everywhere from Martinique, I did look up Biscarrosse, so that's not as familiar, but close to Bordeaux. Who else do we have? The guy from Saigon, we have the guy from Martinique, and we have the guy from Marrakech.
that are smiling for the camera. You have a Moroccan soldier, one of the Gumier, that's giving a bonbon to the Vietnamese child, and then also Moroccans in an airplane that are getting deployed to northern Vietnam. A presentation could all be made on this slide, which is the fact that we need a social history of North Africans in the Indochina War, men and women. I don't know the numbers. I'm not sure that there is an exact kind of quantification of this, but dozens to hundreds of North African women are deployed to Indochina, including Moroccans and Algerians, for sex work. So the Bordel Militaire de la Campagne are both the mobile units that accompany troops, which you see a picture of here, but also in Hanoi and Haiphong and Saigon. You have North African women that are part of this conflict and involved in that. This was a sheikhat on the left side. Part of that celebration of the Eid was to have a special dance and that celebration with the sacrifice of the sheep too. If we zoom back out and think about, I said post-World War II, thinking about the moment that's happening between 1946 and 56, for instance. One of the things we typically do is get in silos. We look inside of Morocco, we look inside of North Africa, maybe we look at the French Empire, but if we actually put a global kind of an imperial frame together with the global frame, you can see what's happening in the 1950s. So like in 1952, the story that Rihan was talking about is happening at a moment in early 1952 that includes the sequencing here, but the same year you have the Egyptian officer coup. If you think of global time and what the French military is thinking or what nationalists are thinking, in their mind, they live in that historical presence of the synchronic flow of time that moves from the, I think that should be 1951, the General Juin and Mohammed V, this kind of, they come to a head, then you have the officers coup. And then if you look down further, I think I would want to highlight just the sequence here with the assassination of Ferhat Hashed, and then the next day, the riots that happen in Casablanca. Again, where you have this internal role of parts of the colonial military apparatus, both from the Moghzani troops, but also some of these regular, I saw video evidence also of Gumier that are, so like more military, that are getting deployed in the aftermath of the riots in Casablanca to put down order there. That at the same time, in your mind, right, these colonial troops are present and deployed in Southeast Asia. 1953, in August, you have the exile, the deposition and the exile of Mohammed V. In this year that Mossadegh is deposed in Iran by a CIA-led coup on behalf of the British government because Mossadegh was trying to nationalize the Anglo-Iranian oil company. So if you proceed that further down, you can see that in this clustering of kind of individual North African countries, French Empire, and then global events, in 1956, you obviously have the sequence of formal independence, but that is happening in that summer of the crystallization, this is post-Bandung, but the crystallization of the non-aligned movement and then Nasser moving towards nationalizing the Suez Canal, the Suez Crisis, and how that is interfacing with the Battle of Algiers in the onset, the kind of texture or the rhythm of these decolonization processes and events that are happening interdependently. So after Indochina, and this is where I'll kind of move towards wrapping up, the Moroccan, Algerian, and Tunisian troops obviously get evacuated, and it takes time through the summer of 1954. All the way up into 1956, you still have troops that are coming back. They're getting deployed back into North Africa, including to deal with in each one of these countries. In Morocco and Tunisia and Algeria, you see on the top right picture is a Moroccan
soldier that had been captured in the Battle of Dien Bien Phu, and he gets liberated by the Vietnamese army, and he gets liberated. When those soldiers get liberated and they get brought back, the picture on the bottom right is a Moroccan regiment that's being deployed in it's Souk al-Ras in like eastern Algeria, closer to the Algero-Tunisian border, running these operations to put down the rebels in the Maki. And so these soldiers continue that role of defending the empire both in their own countries and in neighboring countries. And this includes, I'm talking about the North African troops, but also the Senegalese troops are in Algeria. And Malika can correct me on this, but all the way up through at least 1960, independence, and I think a little bit after. And the other part that I haven't mentioned is Algerian troops, right? If you talk about colonial soldiers in the Algerian conflict, which isn't today's focus, but is very integrated, you have, again, I'll cede the floor in terms of numbers, but tens, 100,000 of Algerian colonial soldiers in different, I guess, classifications that are a part of the French effort to hold on to Algeria. So we're talking about decolonization, but I think it's important to put this in the picture of the importance of colonial troops fighting to defend the empire against colonized subjects of their same nationality that are fighting to liberate it. Finally, what happens in Morocco after the war? Morocco is a case where you pretty much, again, building on what Guillaume was talking earlier, you have a continuity from 1908 all the way, arguably, to 2026, arguably. We could talk about the specificities of that. But the Moroccan armies, as I mentioned, was created in 1956. And again, you see this clustering in 1958, in early 1959, of the Algero-Tunisian border and Sidi Youssef. You have this attack by the French military there that is synchronic almost with the Écouvillon operation, which is to put down in the Spanish zone in the south, the Moroccan Liberation Army that has migrated to the south and is involved there. Later that year, you have the onset of the Rif Uprising in the fall of 1958, and the Moroccan military tacitly lets the Franco-Spanish forces destroy the vestiges of the Moroccan Liberation Army in the south in February. And in the fall, the Moroccan military itself mobilizes to put down the Rif Rebellion, which is going to do in January of 1959. So you see that continuing role. The Moroccan colonial forces defended the colonial state. The Moroccan Royal Armed Forces defend the post-colonial state in very similar mechanisms. And I forgot there's a small uprising in the Tafilalt, in the Atlas and the Tafilalt. Moving forward, you have the Bizerte crisis in. I'm going to switch to a different slide here. So this is what I was just talking about, is this post-independence role or the story of the military in Morocco that, on the one hand, is allowing the Algerian Liberation Army, as they did in Tunisia, bases from which to cross over and stage attacks, but internally is being used to put down resistance. In Tunisia, you have a much smaller army, the initial Tunisian National Army, but it is going to take a different direction. And to wrap up this arc from Dien Bien Phu to Bizerte, you have the Tunisian National Army being deployed 5 years after independence in a confrontation that Bourguiba stages with the French to liberate, or the Bizerte base, which is continued French huge presence that is part of its Western Mediterranean strategic plan that in the confrontation in July of 1961 leads to 3 days of very intense battle in which a large number of Tunisians are killed. It doesn't obviously achieve its immediate goal. I mean, it does not immediately achieve its goal, but within 2 years, the French will withdraw from Bizerte. And so if we kind of pull this back and look at an overview, in Morocco you have this, as I mentioned, a continuity where the colonial forces get transformed into the Royal Armed Forces. They're never used
The Moroccan military has never been used to contest French rule. It preserved it, and then after independence, it continues in a kind of in this partnership that Guillaume was talking about earlier. It eliminates the anti-colonial militarized force of the Moroccan Liberation Army and continues in its counterinsurgency activities there. And in Algeria, I'll put that in the middle, but in Tunisia, you see a rupture. And the army does get used, and there's more points that I'm making here, but I'm out of time, so I want to finish with this. Do we get that one? Give it a second. Oh. Our last slides don't work. Okay. Okay, there's just 4 points. One, we need more histories of the military in North Africa, and we need more histories of the colonial period and the post-colonial period. Very hard to do because military archives are not very open. Two, we need connected histories that are interfacing the Maghreb country histories and the larger French Empire and nesting those inside of this broader global history of decolonization, which is not just happening in North Africa or in Southeast Asia or in the Middle East, but it's happening across those in complicated ways. Third, we need an accounting of the colonial violence that is being done, obviously from the French, the colonizer to the colonized, but breaking up that colonizer-colonized binary and say it's much more complicated, and we need to account for the violence being done by the colonial militaries, the colonial armed forces against, inside that. And then finally, what are the legacies of this for the present? I think on this day where we're thinking across periods of time. Thank you so much for your patience. Merci Jonathan pour cette communication très dans le global et qui nous donne aussi un programme pour continuer. Donc si nous avions peur du vide, nous savons que nous avons encore du travail. Sur le programme, on devrait s'arrêter et aller manger, mais je crois que nous sommes de purs esprits, que nous pouvons nous nourrir intellectuellement et il me semble qu'il est bien normal que nous dédions un petit instant aux questions et aux échanges à partir des interventions que nous avons écoutées. Yes, I just wanted to ask, could you tell us more about the Moroccan Liberation Army and how its elimination and absorption took place? Yes, I'll be somewhat brief. So the Moroccan Liberation Army is primarily formed in the northern zone, and a call from Abdelkarim al-Khattabi and others has some support from Nasser in Egypt, and you have some landing of material, ammunition, etc. And it, as mentioned by Guillaume, it begins operations in October of 1955. So raiding and so this is kind of a switch to an increased rural threat, a military threat against the French. It tries to be controlled by the Istiqlal Party as a kind of counter to the story I was talking about, because Mohammed V is getting the keys to the colonial military, getting handed to him, and then continued support by the French after independence. And it becomes a kind of a hot potato or like a struggle. One, because the military wants to monopolize, the state military was trying to monopolize force. This is a threat to that. So they absorb part of them. They also just try to decommission them. The Liberation Army migrates to the south to continue the struggle to liberate Moroccan territory. And that's where it hits the wall of Operation Écouvillon. And yeah, so that's a little bit of a quick rundown on that. Oui, je vais peut-être anticiper, j'en sais rien, sur ce qui sera dit dans le cadre du panel suivant, puisqu'il est question des décolonisations dites transnationales. Mais à vrai dire, je crois que l'intervention de Jonathan Wirtsen m'encourage à aborder cette question à partir des interventions de nos deux autres collègues. Vous savez, son intervention de Guillaume Bienfeu à Bizerte nous donne une synthèse, effectivement, de ce qu'on appelait décolonisation, mais en fait, je crois que c'est d'autres termes qu'il faudra utiliser. Je voudrais juste revenir sur l'intervention de nos deux autres collègues
qui sont intervenus sur la Tunisie et sur le Maroc. Effectivement, les mouvements insurrectionnels ont des causes diverses et émergent dans des sociétés diversifiées, mais qui ont aussi des caractéristiques communes. Mais au-delà de ces insurrections plus ou moins séparées, plus ou moins localisées, il y a quelque chose, il y a des tentatives de fédération. Des tentatives de fédération de ces mouvements de libération. Et je crois que pour le Maghreb, il y a quand même une tradition sur ce plan-là, au moins depuis les années 1940, avec le comité de libération du Maghreb arabe, présidé notamment par Abdelkrim, Mohamed Ben Abdelkrim Khattabi. Je crois qu'il y a un cas qui a été donné, qui a été cité tout à l'heure, c'est celui de la fameuse insurrection, de cette fameuse confrontation qui a eu lieu en octobre 1955. En octobre 1955, au cours de laquelle il y a eu le décès du général Duval, en fait. On a parlé d'accident d'avion, mais on a dit aussi que son avion aurait été, ou son hélicoptère aurait été abattu. Bon, voilà, il y a des thèses qui se... Il y a eu une grande insurrection, effectivement, dans tout le Maroc oriental, notamment. Elle devait se généraliser aussi au Maroc atlantique et au nord Maroc, mais les dispositions n'ont pas permis de lancer une campagne générale. Mais tout le Maroc oriental, seulement ce qu'on oublie, c'est que c'était une opération synchronisée qui s'est étendue sur une large partie de l'ouest algérien. Donc coordonnée, et qui a mobilisé une grande partie de l'armée française, de nombreuses divisions. Donc c'est cette idée de... il y a eu un projet, en fait, de constitution d'une armée de libération maghrébine, véritable projet qui avait commencé à voir le jour. Bon, et puis ensuite, avec les négociations séparées, avec les indépendances séparées, etc., on est parti vers l'État territorial, l'État national, et effectivement avec tous les problèmes qui s'en suivent jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça que peut-être, je ne sais pas si cet après-midi on pourra revenir sur, il y aura des interventions qui vont aborder cette question, mais c'est une dimension importante quand on parle des décolonisations au Maghreb, des indépendances maghrébines, cette perspective qui a été ouverte à un moment donné, avec aussi bien en Tunisie, avec l'armée de libération tunisienne, avec Salah Ben Youssef, l'Aswad, qui dirigeait l'état-major de l'armée de libération tunisienne, et au Maroc, avec le docteur Khatib, ou bien avec Abbas et d'autres. Voilà. Et comment, à partir d'armements qui sont arrivés d'Égypte dans une expédition, l'expédition du Dina, que dirigeait notamment Nadir Bozar, et débarqué à Nador, dans des conditions que l'on sait, et comment cet armement a été réparti, comment il a permis en même temps une formation militaire et la tentative d'organisation d'une véritable armée de libération. D'où la grande opération qui a été menée en octobre 1955. Voilà, mais je pense que peut-être cet après-midi, on aura l'occasion de revenir. Tout à fait. Merci pour votre commentaire. Je pense qu'on n'a pas trop le temps de répondre, à moins que l'un d'entre vous veuille dire quelque chose une contribution, mais je pense que cette question reviendra effectivement cet après-midi, donc on ne va pas l'épuiser ce matin.
Non, juste pour rappeler, merci beaucoup de votre intervention, monsieur. Juste pour dire que la dimension maghrébine, elle est évidemment absolument importantissime pour comprendre la décolonisation du Maroc. Quelques exemples. D'abord, les nationalistes marocains, tunisiens et algériens, ils se connaissent tous puisqu'ils se sont rencontrés en partie à Paris dans les années 30. Deuxièmement, les leaders, je parle. Deuxièmement, dès qu'il y a un événement en Algérie ou en Tunisie, on fait ça un rebond au Maroc. Les émeutes des carrières centrales de Casablanca en décembre 52, c'est concomitant juste après l'assassinat de Farhat Hached par la main rouge en Tunisie. De même, le 20 août 55, alors hasard ou pas, ça m'étonnerait, mais en tout cas, les attaques contre Philippeville et le nord constantinois sont concomitantes de Ouatzem. Donc là aussi, il y a certainement, en tout cas le contexte a fait qu'il y avait au minimum une coordination et donc un effet papillon d'une certaine manière qui fait que le dispositif répressif craque totalement en septembre, octobre 55. D'où les négociations ensuite. Voilà. C'est la deuxième anniversaire de la déposition du sultan, donc il n'y a aucun, à mon avis, aucun hasard là-dedans. Quant au général Duval, alors oui, moi je penche plutôt pour l'accident d'avion, à titre personnel. On sait que Duval avait pour habitude d'aller inspecter lui-même dans son petit avion les troupes et de faire le tour. Et apparemment, il avait une conduite très souvent assez casse-cou. Voilà. Donc, c'est des témoignages oraux que j'ai un petit peu recueillis aussi, entendus de plusieurs personnalités autour de Duval. Donc, moi, je penche plutôt pour le coup à l'accident. Mais en effet, à l'époque, il a été mentionné que ça aurait pu être aussi les conséquences d'une attaque de l'ALN. Bon. Allez-y. Oui, merci pour ce panel que j'ai trouvé très bien fait. Il y avait toutes les échelles, vous répondiez très bien. J'ai une question en particulier pour Rihem, parce que pendant ton intervention, ça me faisait penser à des exactions de la police coloniale qui avaient lieu dans la ville de Zéramedine en 1946, près de Monastir. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler dans les archives. Et ça avait été repris dans la presse, justement, vous parliez de la presse tout à l'heure, et notamment par Farhat Abbas, qui était député à l'époque, et ils parlaient même de ce moment-là comme le mai 45 tunisien, en référence au 8 mai 45 en Algérie. Et je me demandais si ce qui s'est passé au Cap Bon quelques années plus tard, en 52, est-ce qu'il y avait un écho dans la presse, parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler, que ce soit la presse arabe au Levant, en France, la presse de gauche. Donc, c'est la première question. Et la deuxième question, s'il y a moins d'écho par rapport à ce qui s'est passé en 1946, je me demandais si tu avais des hypothèses sur la circulation ou non de ces insurrections, contre-insurrections et ces violences coloniales en Tunisie en 1952. Voilà, merci. Merci Sarah pour ta question. Alors pour la première, je vais te répondre très rapidement. Oui, il y a eu beaucoup d'échos dans la presse de ce qui s'est passé au Gabon en janvier 1952. C'est assez paradoxal parce qu'aujourd'hui, c'est pas non plus quelque chose qui a fait événement dans les livres d'histoire. Mais il y a énormément d'échos dans la presse et justement, c'est utilisé à titre de propagande des deux côtés. C'est-à-dire que du côté des Tunisiens, les nationalistes vont insister sur les violences, notamment dans la localité de Tazarka, sur les violences commises, les meurtres de bébés, etc., pour soutenir en fait l'idée d'une ouverture des pourparlers pour l'autonomie tunisienne à l'ONU. Et ça a d'écho aussi dans la presse internationale, parce qu'en fait, le premier journaliste qui s'est rendu sur place, c'était un journaliste américain du New York Times, et donc qui a fait la lumière sur ce qui s'est passé. Et puis, ça a eu aussi des échos dans la presse coloniale, puisque la presse coloniale, en fait, ils se sont retrouvés un petit peu embêtés. La Légion étrangère, enfin, le commandant supérieur des troupes de Tunisie, donc Pierre Garbet, et puis la résidence générale sur les actions de la Légion étrangère sur place. Et donc, du coup, ils ont produit des contre-rapports qu'ils ont publiés dans les journaux de la presse coloniale. Donc oui, ça a fait énormément écho à l'époque.
Et ça avait aussi eu écho du coup dans le pays, puisque ça a permis de lancer des mouvements de solidarité envers le Gabon partout dans le pays, de l'aide, de la charité. Bon, j'ai même trouvé un document où il y avait des jeunes étudiants tunisiens qui proposaient d'épouser les femmes violées pour laver leur honneur. Pour ce qui concerne ce qui s'est passé en 1946, je ne saurais pas dire, du coup, puisque je ne travaille pas sur cet événement en particulier, je ne saurais pas dire si ça a eu un grand écho dans la presse ou pas. Mais c'est sûr que ce qui s'est passé dans le Gabon, ce n'est pas la première fois. C'est un exemple de ce qui a pu se passer en 1952. Il y a des choses qui se sont passées aussi à Mater. Il y a eu un massacre aussi à Moknine. Donc, il y a eu des soulèvements un petit peu partout dans le pays qui ont été réprimés. Le Gabon, c'est vraiment à l'échelle de la région. Et c'est en ça que c'est particulier. Il y a une autre question de Walid qui est tout à fait de l'autre côté. Voilà. Bonjour et merci à tout le monde. Alors moi j'ai une question qui devait s'adresser à la base à Guillaume et qui va s'adresser aussi à Jonathan. Et du coup je ne sais pas si j'ai le temps de traduire ou pas, ou en quelle langue est-ce que je la pose. In English maybe. It's okay. Bon, je vais commencer par le français. En fait, ma question est à miroiter avec l'article de Benjamin Badier qui porte sur le lien entre la police coloniale française et la police nationale marocaine. Et il est aussi à miroiter avec ce qu'on sait aujourd'hui à travers les mémoires en fait de l'ancien agent des services secrets marocains Ahmed Boukhari qui est mort il y a un an ou deux, sur les liens entre les organismes français et américains comme la CIA aussi, qui ont aidé à un peu mettre sur pied le système des services secrets marocains. Que sait-on en fait du côté de l'armée? Est-ce que vous, de votre côté, à travers les sources que vous étudiez et à partir des sources françaises, est-ce qu'on a d'autres noms que Offrir qui continuent d'être comme une figure imposante de quelqu'un qui a été à un moment impliqué du côté français et qui s'est retrouvé à la suite en train de rallier la monarchie? Est-ce qu'on a d'autres noms? Est-ce qu'on a d'autres personnes du côté de l'armée et pas de la police qui ont aidé à mettre en place ce qu'on appelle aujourd'hui les forces armées royales? Et donc bien avant les deux coups d'État de 71 et 72. Est-ce que je dois traduire ou pas? Non, for Jonathan. I don't know. On va se partager le micro après. Oui, il y a plusieurs noms. Alors, Oufkir est évidemment le connu. Celui en fait qui prend le commandement du général Kettani, Ben Hamou Kettani. Et ensuite, en fait, c'est toute la génération un petit peu d'après de ceux qui sont lieutenant-colonel ou commandants, qui vont très très vite en fait prendre le relais quand Moulay Hassan devient le chef d'état-major général, donc des phares, je crois que c'est en 57 ou 58, 57 il me semble. Alors l'un des principaux éléments, personnage, c'est Driss El Alami, qui est un ancien lui aussi du corps expéditionnaire français. En fait, il y a une véritable école du corps expéditionnaire français en Italie là-dessus. Quand on voit les futurs cadres des forces armées royales, ils ont tous débuté la Seconde Guerre mondiale par l'Italie. Il y a également le commandant Medbourg, qui sera un des futurs putschistes de Srirat en 1971, et puis Moulay Hafiz El Alaoui, qui sont à mon avis les 3-4 vraiment personnages clés vraiment de cette histoire. Alors après, il y aura Dlimi, mais c'est la génération un petit peu après Ahmed Dlimi. Pour les archives là-dessus, on a évidemment, alors moi je viens du service de la défense, donc on a GR3H, GR10T de l'état-major de l'armée de terre, où notamment, vous parliez de services de renseignement, ont été justement rendus communicables, notamment pas mal de documents venant du SBEC. Donc voilà, donc en fait, c'est ce que le SBEC aussi transmettait à l'état-major de l'armée de terre. Voilà, et donc en effet, il y a plusieurs rapports extrêmement intéressants sur la jeunesse des phares, et donc où apparaissent justement essentiellement tous ces noms-là parmi les cadres. Sachant qu'il y a aussi du côté espagnol, même s'ils sont moins nombreux. Je parlais du général Méziane, mais en fait, il y a là aussi 6 ou 7 officiers qui prennent très rapidement du galon au sein des phares au moment de cette période un peu d'amalgame qui déroule justement tout au long de l'année 56.
Merci. Yeah, I think the other dimension that you can triangulating from intelligence or other kind of, so a lot of that, like he gave you a great rundown on the French side of that. I think you could also look, if it's possible, from either American diplomatic reports or military, because you have the transfer of also just U.S. is very interested in the Moroccan military because of the importance of I think there's 9 or 10 American Air Force bases that are constructed that are present. And so I think you could also maybe get some evidence that, or consular reports, those kinds of like outside views to get inside the Moroccan military.